Bonjour à tous, bienvenue. L'opinion a été surprise par cette actualité, la destitution de Freddy Humbedji, le coordonnateur du budget de la Sénat ce mardi 18 août 2015. C'est encore allé plus vite son remplacement dès le lendemain alors que les Béninois croyaient que cette institution venait de s'installer dans une crise. Les sorties médiatiques du président de la Sénat et des autres membres, puis de Freddy Humbedji, n'auront pas dissipé toutes les interrogations appelées par cette actualité. Et c'est pour répondre à quelques-unes de ces questions que nous avons souhaité cette émission. Elle aurait dû être un débat contradictoire entre Freddy Humbedji et le président de la Sénat. Malheureusement, ce dernier nous a répondu qu'il n'avait plus rien d'autre à dire sur ce sujet et que Maître Freddy Humbedji pourrait venir faire face seul à nos micros s'il le souhaite. C'est donc ce qui va se passer ce matin. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en nous appelant en direct d'ici une soixantaine de minutes. Nos numéros, le 64 44 02 44 ou le 66 72 66 75 72. Je répète, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72. Maître Freddy Humbedji, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Basile Fassenou vous remplace désormais au poste de coordonnateur du budget de la Sénat. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez tourné cette page? Je ne pense pas que l'on puisse considérer que la page est tournée parce que les dispositions de la loi, l'esprit de la loi, ses dispositions, ainsi que les dispositions du règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome ne permettent pas ni de destituer un membre de la Commission électorale nationale, un membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome, ni de procéder à son remplacement dans les conditions dans lesquelles la désignation de M. Basile Fassenou est intervenue. Mais vous êtes toujours commissaire de la Sénat? Je suis toujours membre de la Sénat et je suis toujours coordonnateur du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Autrement dit, vous n'entendez pas passer service à M. Fassenou? Il est évident que je ne saurais passer service à M. Basile Fassenou alors que j'ai été élu et que mon mandat est de 7 ans comme membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome. C'est ce que prévoit et la loi et le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome. C'est au nom de l'article 26 du Code électoral que vous dites ce que vous dites? Non. L'article 14 du règlement intérieur prévoit que le président de la Sénat est élu au scrutin uninominal secret et à la tribune par ses pairs pour une durée de 7 ans. Et l'article 15 de ce même règlement intérieur dit « Les deux autres membres du bureau exécutif de la Sénat sont élus poste par poste dans les mêmes conditions définies à l'article 14 ci-dessus au cours de la même séance ». Ça veut dire que nous sommes égaux et tous les trois élus pour un mandat de 7 ans. Et que faites-vous alors de cet article 26 et puisque c'est au nom de cet article 26 que vous êtes justement destitué, vous êtes déchargé? Au nom de l'article 26. C'est ce que le président de la Sénat a expliqué au cours de sa conférence de presse. Alors, le président de la Sénat n'a pas alors lu l'article 26 parce que l'article 26 du règlement intérieur parle d'autre chose que de la possibilité d'empêchement. Non, plutôt du code électoral. Alors, l'article 26 du code électoral que je détiens dans mes mains ne parle pas de destitution des membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Je vais vous en donner lecture. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, est dirigée par un bureau exécutif de 3 membres. Ce bureau exécutif comprend un président, un vice-président, un coordonnateur du budget. Les membres du bureau sont élus par leurs pairs. Dans tous les cas, le bureau doit être composé d'un membre de la majorité, d'un membre de la minorité et du magistrat. Aucune disposition du code électoral ne permet de destituer un membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome. La seule possibilité de destitution qui existe repose sur les dispositions de l'article 22 de la loi portant code électoral. Cet article permet, en cas de faute grave commise par l'un quelconque des membres de la Commission électorale nationale autonome dans ses fonctions, permet qu'il soit relevé par un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée nationale, après une enquête parlementaire. Autrement dit, la destitution
d'un membre du bureau de la Commission électorale nationale autonome, fût-il président, vice-président ou coordonnateur du budget, ne peut intervenir que s'il a commis des fautes graves, si l'Assemblée nationale est saisie des fautes graves dont il a été accusé, que cette Assemblée nationale diligente une commission d'enquête, que cette commission d'enquête dépose un rapport qui conclut à la destitution. Ce n'est que dans cette hypothèse que les membres du bureau Donc, Maître Frédéric Mbedji, vous estimez que les fautes à vous reprocher ne sont pas assez graves, ne sont pas graves, ou le processus n'a pas été normalement suivi? Alors, avant de vous prononcer là-dessus, nous allons vous laisser, nous allons écouter donc ce qui vous est reproché. C'était lors de la conférence de presse donnée par le président de la Sénat. Les commissaires ont noté que les coûts de réalisation sont excessifs et doivent être justifiés. Pour la plupart des commandes, il y a eu des dépassements significatifs que le bureau exécutif, ni encore moins la plénière, n'a jamais autorisé. Troisièmement, les quantités initiales n'ont pas toujours été respectées. À cet égard, les autres membres de la Sénat ont émis de vives inquiétudes sur la sincérité des chiffres annoncés et la discordance observée entre le budget prévisionnel et le coût de réalisation contenu dans le rapport financier examiné. Face à la gravité de la situation, les membres de la plénière ont rendu le coordonnateur du budget personnellement responsable des faits. Les membres de la commission électorale ont également dénoncé, entre autres, sa gestion solitaire et non transparente, son refus de compte rendu au bureau et à la plénière, son attitude de défiance vis-à-vis du bureau et de la plénière, son refus d'exécuter les décisions de la plénière. Son choix unilatéral des fournisseurs et en particulier des imprimeurs au mépris des décisions du bureau et de la plénière. Maître Frédéric Mbedji, ce ne sont pas des fautes d'un enfant de cœur, ça? Écoutez, monsieur, je souhaiterais, avant que de rentrer dans la discussion, le débat sur les fautes qui me sont reprochées, je souhaiterais que l'on finisse le débat sur le principe de la destitution. Je pense qu'il a été un peu escamoté. Je voudrais attirer votre attention sur la circonstance que le code électoral a été adopté dans un esprit de consensus suite aux difficultés et aux tensions nées des élections présidentielles de 2011 notamment. Et ce code est un code qui vise à obtenir le consensus et qui crée un équilibre. Le bureau de la Commission électorale nationale doit comprendre un membre de la minorité, un membre de la majorité, plus le magistrat. Imaginez l'hypothèse où le bureau déciderait de destituer le vice-président de la Sénat, qui est actuellement le magistrat, et qui doit nécessairement être membre du bureau. Que se passerait-il? Nous aurions un magistrat, membre de la commission électorale, qui n'est pas membre du bureau de la commission électorale. Il y aurait une violation flagrante du principe de la loi. Je voudrais attirer également votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible, dans une institution, dès lors l'instant que le mandat est de 7 ans, dès l'instant que le mandat a une durée, il n'est pas possible de destituer un membre si la loi ne le prévoit pas. Vous n'imaginez quand même pas que les membres de la Cour constitutionnelle se lèvent et destituent leur président au motif qu'ils ne lui font plus confiance. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable dans un pays où l'on tend à obtenir un équilibre, une stabilité des institutions dans la durée. Ce n'est pas envisageable. C'est un véritable coup d'État, en fait. Et qu'est-ce que vous entendez faire maintenant? Quel est le recours que vous entendez emprunter? Dans un État de droit, il y a des instances chargées de réguler les institutions. L'instance chargée de réguler les institutions, c'est la Cour constitutionnelle. Elle va être saisie. Je vous rappelle que dès l'élection du bureau de la Sénat, je crois que c'est l'article 17 qui dit que le président élu notifie la composition du bureau de la Commission électorale nationale autonome au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président de la Cour constitutionnelle. Avant d'en venir aux fautes à vous reprocher, dites-nous, l'opinion a été étonnée, on croyait que l'institution s'installait, comme je disais tantôt, dans une crise, puisque au vote de destitution, le représentant de l'Union fait la Nation était avec vous contre les trois autres, et ça a quand même été joué
puisqu'il s'est rallié finalement aux 3 autres pour finalement être le coordonnateur? Alors, M. Awansé, j'ai prêté un serment. Je ne peux pas vous dire et vous soutenir que le représentant de l'UN a voté pour ou contre. Je n'en sais rien. Le scrutin a donné... Vous soupçonnez qu'il n'ait pas pu voter? Non, le scrutin de la destitution a donné 3 contre 2. Mais je ne peux vous dire qui a voté pour moi ou qui a voté contre moi. Voilà. Prononcez-vous à présent sur les faits à vous reprocher. Alors, grosso modo, quand on suit l'intervention du président Tiando lors du point de presse qu'il a fait, ce qui est reproché au commissaire Ongwezi, c'est dépassement budgétaire. De 3 milliards 6. C'est ça le reproche principal. Et à ce titre, la commission électorale a considéré, les membres de la commission électorale ont considéré que le dépassement de 3 milliards 6 relevait de la responsabilité du coordonnateur du budget. Vous ne pensez pas? Évidemment que non. D'abord, M. Awansé, un dépassement n'est pas une faute. Ah bon? Un dépassement n'est pas une faute. Et je vais vous faire la démonstration. Un dépassement budgétaire n'est pas une faute. Un dépassement budgétaire n'est pas un détournement. Un dépassement budgétaire n'est pas un vol. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est la prévision de l'ensemble des dépenses à effectuer pour une activité, notamment pour les activités électorales. Si vous avez des prévisions qui ne sont pas réalistes et sincères, vous obtenez un dépassement budgétaire, c'est-à-dire que vous avez des engagements supérieurs au budget que vous aviez arrêté. Donc en soi, dépassement budgétaire, ce n'est pas une faute. C'était un budget qui était déjà mal confectionné au départ, sans prendre en compte toutes les activités possibles. Oui, alors il y a beaucoup de facteurs. De nombreux facteurs. D'abord, nous avons, souvenez-vous que ce budget a été adopté dans une période de crise. Dans une période de crise qui opposait le COSLEPI au gouvernement au sujet de crise budgétaire. Puisque le COSLEPI réclamait des rallonges. Donc la négociation, la conférence budgétaire est intervenue dans ce contexte et la Commission électorale nationale autonome ne voulait pas en rajouter. D'ailleurs, le ministre des Finances lui-même a consenti que notre budget était serré et que si d'aventure il venait à être dépassé, il nous... Ça, c'était à quelle occasion? Conférence budgétaire. Conférence budgétaire. Ce n'est pas un dépassement n'est pas une faute. Parce que les causes du dépassement, dans le cas d'espèce, je vais vous revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Dépassement budgétaire n'est pas une faute. Ça signifie simplement qu'on a engagé plus qu'on a prévu. Si vous prévoyez, par exemple, d'acheter du pain à 100 francs pour une année, et que vous achetez le pain et que vous ne pouvez l'acheter qu'à 125 francs, vous avez un dépassement. Donc, la sincérité des prévisions. Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que vous avez convenu ensemble d'accorder, de faire ce dépassement? Ensemble, quand je dis ensemble avec les autres commissaires? Bien sûr. En plénière. Chaque dépassement a été autorisé par la plénière. Chaque dépassement. Je vais vous donner un exemple. Les grosses masses où il y a dépassement, on peut dire que c'est le matériel électoral, les documents électoraux, un peu de matériel électoral et charges du personnel. Prenons les charges du personnel. Le code électoral prévoit qu'il faut un coordonnateur par arrondissement, qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement. Notre budget prévisionnel a prévu une certaine somme à verser à chaque coordonnateur. La somme était dérisoire. Et la plénière a pris une décision en plénière en disant, dorénavant, c'est tel montant par jour. Le coût de l'augmentation, c'est 166 millions. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Prenons mais si cela vous est reproché aujourd'hui, n'est-ce pas parce que certainement pour une grosse partie donc, de ce dépassement, c'est vous-même qui avez pris l'engagement, vous avez mis les autres devant le fait? Non, il n'y a pas d'engagement solitaire. Écoutez, les passations des marchés, l'achat du matériel électoral
par exemple, des documents électoraux, des bulletins uniques, l'achat des bulletins uniques, est soumise à une procédure de passation des marchés. Et la procédure retenue, en accord avec le ministère des Finances qui est autorisée, c'est la procédure de gré à gré. Que dit cette procédure? Cette procédure vous impose de consulter les imprimeurs qui déposent des offres. Ces offres sont ouvertes par une commission de passation des marchés, qui est composée à la Sénat d'un représentant de chaque commissaire. Cette commission de passation des marchés dépouille les offres et fait les attributions provisoires. À la suite de quoi, une négociation a été menée entre les imprimeurs et le président de la Sénat. Comment vous pouvez parler de gestion solitaire? Ce dépassement est imputable. Dans le budget initial, le prix du bulletin était fixé à 225. Dans la réalité, le bulletin a été fabriqué à une moyenne de 350 Pourquoi francs. Parce que les dépouillements ont abouti à des résultats élevés. Je crois que les offres les plus élevées retenues se chiffraient à 370 francs. Et sur la base des attributions provisoires, le président de la Sénat a convoqué les imprimeurs et a négocié le prix à la baisse. Oui, mais là-dessus, est-ce que ce n'est pas, comme vous l'a reproché le président de la Sénat, votre gestion solitaire qui aboutit au choix de 12 imprimeurs au lieu de 6, comme il a dit? Cela signifie au cours de son point de presse, nous allons l'écouter rapidement. Oui. Le coordonnateur au budget effectue une gestion solitaire et non transparente. Nous nous fondons sur un certain nombre d'éléments. Je prends par exemple les élections communales dernières. Concernant l'impression des bulletins de vote, le bureau a dépêché, la plénière a dépêché auprès des différents imprimeurs de la place une mission d'évaluation du plateau technique de chacun de ces imprimeurs. Cette commission a fait un compte rendu de sa mission et au vu de la mission effectuée et des résultats obtenus, le bureau a décidé de retenir un certain nombre d'imprimeurs pour effectuer les travaux d'impression des bulletins des élections communales et locales. Cette réunion du bureau s'est faite en présence du coordonnateur du budget qui volontairement a dit que lui, il ne pouvait pas désigner qui que ce soit. Et donc, c'est la VP et moi qui avons désigné les imprimeurs concernés. Malheureusement, au moment de la passation des marchés, nous nous sommes retrouvés avec 12 imprimeurs. Le bureau, au lieu de 6. Le bureau n'a à aucun moment été informé de ce choix qui s'est fait dans un esprit qui n'est pas un esprit de collégialité. Nous nous sommes retrouvés avec 12 imprimeurs au lieu de 6 sans que l'ordonnateur du budget n'ait été informé de cette décision. 12 imprimeurs au lieu de 6, ça aboutit forcément à un dépassement. Mais évidemment que non. Évidemment que non. Ce n'est pas le nombre d'imprimeurs qui a pour conséquence l'augmentation du coût de la production du bulletin unique. Ce que le président a dit, en disant ce qu'il dit là, il dit quelque chose de très grave. Il voulait m'obliger, le président, en me demandant en m'indiquant 6 imprimeurs à retenir pour l'impression des bulletins uniques, il voulait m'obliger à violer le code des marchés publics. Comment? Le code des marchés publics ne permet pas que l'on puisse choisir qui on veut. C'est interdit. Les marchés publics supposent que vous mettiez les gens en concurrence. La personne responsable des marchés publics est chargée de respecter la transparence de la procédure, l'équité et la libre concurrence. Autrement dit, je ne peux pas dire j'ai décidé de donner à M. Virgile Awansé l'impression d'1 million de bulletins uniques. Je dois vous mettre en concurrence avec d'autres imprimeurs. Si j'avais écouté le président Tiando, c'est-à-dire si j'avais dit, bon, vous avez choisi 6 imprimeurs, voilà les imprimeurs qui travailleront, j'aurais violé l'article 48 de la loi portant régissant les marchés publics. Oui, mais c'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il a convoqué une réunion pour que ce choix soit fait, que vous avez refusé délibérément d'assister à cette réunion. Mais je ne peux pas choisir les imprimeurs
qui vont intervenir sans violer la loi. Je suis obligé de mettre tous les imprimeurs qui répondent, qui ont déposé une offre en concurrence. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui suis obligé de le mettre. C'est la loi qui le dit. Et tenez-vous bien, les imprimeurs dont il m'a donné le nom ont participé, ont compétit. C'est-à-dire qu'ils ont déposé une offre et la plupart d'ailleurs ont été adjudicataires. Alors peut-être que le président Tiando confond l'allotissement avec les imprimeurs. Il a désigné 6 imprimeurs. Ces 6 imprimeurs ont participé puisque ces 6 imprimeurs avaient répondu à l'avis de manifestation d'intérêt et avaient été retenus par la commission chargée de sélectionner les entreprises pour ce qui est de l'impression des bulletins. Donc les imprimeurs, je crois qu'il y en a 24 qui ont concouru. Il y avait 6 lots au titre des élections communales et 6 lots au titre des élections locales. Et nous avons eu finalement 9 attributaires. Mais monsieur Avancé, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un attributaire, il faut au moins 3 qui concourent. Donc vous ne pouvez pas me donner 6 en disant, voilà, c'est ces 6 imprimeurs qui auront les marchés. Ce n'est pas possible. Puisque je dois les mettre en compétition avec pour chaque lot, 2 entreprises concurrentes. Oui, mais vous aurez pu le leur signifier, non, au cours de cette séance qui a été convoquée? Bien sûr que je l'ai signifié. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas vous remettre de nom, monsieur le Président. Parce que ça revient à dire, Madame la vice-présidente désigne 2 noms, monsieur le Président désigne 2 imprimeurs, et Frédéric Mbédi désigne 3 imprimeurs. Si je fais ça, j'ai violé la loi. Et je l'ai longuement expliqué au Président de la Sénat. Il le sait très bien. Pourtant, et d'ailleurs, je ne peux pas attribuer, puisque je vous dis que les offres sont déposées sous pli, et l'attributaire, c'est le moins 10 ans. Les offres sont déposées sous pli. Il y a une commission de passation des marchés qui dépouille les dossiers et qui attribue aux moins offrants. Et le président de la Sénat ne peut pas dire que ça a été fait seul. Vous avez devant moi le procès verbal de négociation à la baisse des différentes propositions financières dans le cadre de la fourniture des bulletins de vote pour les élections communales. Elle porte la signature de M. Emmanuel Tiando pour la Commission électorale nationale autonome, M. Emmanuel Tiando. C'est l'original. Et donc, en fait, ce qui apparaît clairement, c'est que la commission, certains membres de la Commission électorale nationale autonome souhaitaient avoir un coordonnateur du budget docile, maniable, influençable, que l'on puisse manipuler, à qui on puisse faire n'importe quoi. Monsieur Avancet, je suis scrupuleux du respect des textes, il ne m'est pas permis de vous violer la loi. Mais est-ce que vous ne violez pas, en ce faisant, la transparence qui devrait être de mise? Mais, monsieur Avancet, est-ce que ce n'est pas transparent, ça? Qu'une commission dans laquelle chaque commissaire, c'est pas que le bureau, chaque commissaire a un représentant. Le président a son représentant, la vice-présidente a son représentant, le coordonnateur du budget a son représentant, le commissaire chargé de la communication a son représentant, le commissaire chargé de l'élaboration des études, de la conception, de l'élaboration des documents électoraux a son représentant. C'est l'opacité, ça? À votre avis? Oui, mais l'insinuation du président de la Sénat, c'est forcément que passer de 6 à 12 imprimeurs, forcément, ça a généré des coûts, non? Mais il ne peut pas me dire 6 imprimeurs. Ça n'a pas généré des coûts. Écoutez, nous avons commandé pour ces élections-là 12 millions de bulletins. Que vous fassiez faire 12 millions de bulletins par 25 imprimeurs ou par 10 imprimeurs, ça ne génère pas d'augmentation des coûts. Ça ne peut pas. Que vous avez acheté 100 bouteilles de coca. Que vous achetiez 100 bouteilles de coca chez 25 imprimeurs, dans 25 épiceries différentes, ça ne change pas. La quantité du coca, vous avez 25 coca. On m'a demandé 25 coca, on a eu les 25 coca. On m'a demandé 12 millions de bulletins. Nous avons eu les 12 millions de bulletins. Oui, mais pour un budget de 9 milliards, passer à 12 milliards, il a quand même un grand pas. Expliquez alors comment, raisonnablement, vous avez pu atteindre ce dépassement de 3 milliards. Alors, je vous explique. Si vous faites le raisonnement, si vous suivez le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, nous avions prévu dans le budget le bulletin unique à 225 francs. Et nous l'avons finalement eu pour les législatives à 350 francs et pour les
communal à 340 francs. Si vous faites le total, ça fait 2,9 milliards de dépassement. 2,90 milliards de dépassement. C'est surtout ça qui aura été le gros lot du dépassement. Oui, c'est le gros lot. Or, le président Tchando ne peut pas dire qu'il ne savait pas ça, ni les autres membres de la Commission électorale nationale autonome. On le savait si bien que sitôt les élections législatives passées, nous avons écrit au ministre des Finances pour lui annoncer, bon, on a un dépassement de 2 milliards. De 2 milliards. Et quand vous dites que le président de la Sénat ne pouvait pas dire qu'il ne sait pas, est-ce que cela a été discuté en plénière et retenu? Mais bien sûr, c'est discuté en plénière et retenu. La plénière n'est pas membre de la commission des passations des marchés. La commission des passations des marchés, c'est la commission des passations des marchés. Vous ouvrez les offres, vous avez le moins 10 ans, vous retenez le moins 10 ans. Le moins 10 ans est à 360 francs. Vous trouvez ça élevé. Mais vous n'avez plus le choix, on n'a pas beaucoup de choix, puisque on est à proximité des élections. Vous retenez ces gens qui sont les moins 10 ans, vous les réunissez, vous dites, bon, on négocie à la baisse. C'est le président qui a mené la négociation à la baisse. On ne peut pas demander à la plénière de fixer le prix. C'est pas la plénière qui fixe le prix. C'est le président qui représente l'institution et l'ensemble des attributaires. Mais on soupçonne que tout au moins vous les avez mis devant le fait accompli. S'ils en arrivent à dire ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, ce qu'ils vous reprochent. Non, je crois que ce qu'on me reproche n'est pas fondé. Ce sont des prétextes qui dissimulent des motifs inavoués. Quels sont ces motifs? Ce sont des formules lapidaires qui ne recouvrent aucune réalité. Donc quand je vous dis dépassement, ce n'est pas une faute. Je voudrais aller plus loin s'agissant du dépassement. La plénière a décidé, certains dépassements sont dus aux décisions de la plénière. La plénière a décidé de créer, par exemple, le poste de superviseur. Superviseur, c'est en fait l'intermédiaire entre le coordonnateur d'arrondissement, un superviseur par commune. Et vous savez que nous avons 77 communes. Alors, les superviseurs ont travaillé pendant 3, 4, 5 jours. Et donc, ils ont été rémunérés. Ça, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu au budget. Parce que nous ne connaissions pas, nous n'avions pas encore approprié le code électoral. Nous découvrons chaque jour de nouveaux ressorts dans ce code électoral. Ce n'était pas prévu. Et c'est comme ça dans l'ensemble des budgets. Il y a souvent des dépenses qui ne sont pas prévues. Il y a des dépenses qui sont sous-estimées. Il y a des quantités qui sont sous-estimées. C'est ce qui justifie le dépassement de 3,6 milliards. Mais je voudrais attirer votre attention aussi sur une chose. Le budget initial de la Sénat, parce que la Sénat est autonome, elle élabore son budget. Le budget initial de la Sénat, c'était 13 milliards. C'était 13 milliards. C'est les négociations qui ont abouti globalement à une réduction de 31% de son budget. J'avoue que les autres institutions, leur budget a subi des coupes sombres plus importantes. Mais le budget initial de la Sénat, tel qu'adopté par les membres de la Sénat, c'est 13 milliards. C'est 13 milliards. C'est pour dire quoi? Que c'est finalement vous qui avez rapproché la Sénat et son budget de la réalité? Non, c'est pour dire que probablement que notre budget n'est pas un budget, le budget adopté n'était pas réaliste. Très réaliste. Voilà. Et vous soupçonnez bien un maquillage, vous soupçonnez que ces motifs ne sont pas les vrais? Oui, ces motifs ne sont pas les vrais. Écoutez, tout est parti depuis le début en fait de mon élection. Le président Tchando et certains membres du bureau ont eu tendance, de la plénière, ont eu tendance à vouloir m'infantiliser. De quelle manière? Comment? À vouloir me donner des instructions. Je suis élu au même titre que... Quelle instruction, par exemple? Mais écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un vous dit, Freddy, amène-moi mon sac. Vous dites, un membre de la commission électorale autonome dit à un autre membre de la commission électorale autonome, Freddy, amène-moi mon sac. Freddy éteint la clim. Il a fallu que je commence moi-même à faire la même chose pour que ça s'arrête. Il a fallu que je commence. C'est-à-dire que vous demandez au président d'éteindre la clim? Ou à quelqu'un d'autre, puisqu'il me le dit.
Et c'est-à-dire une tendance à vouloir m'infantiliser, à vouloir me manipuler, à vouloir... Je vais vous donner d'autres exemples. Nous décidons récemment, et je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il y a une mission à faire à l'étranger. Une mission à l'étranger. Cette mission est confiée à un membre de la Commission électorale nationale autonome. Cette personne prend un billet dans une agence de voyage et m'amène une facture de 9 millions. C'était à destination de quel pays? C'est pas, la destination importe peu. Il m'amène une facture de 9 millions. Je veux bien. Il faut faire un contrôle minimum. Alors, je fais le contrôle. Le billet coûte 4 millions. Je ne vais pas payer 9 millions. Je dis, je ne paye pas. C'est ma rigueur, ma volonté de respecter les textes qui est à l'origine de cette destitution. Autre exemple? Oui. Un autre exemple de votre rigueur qui n'a pas pu laisser passer les choses. Alors, le président Tiando a lui-même cité un cas, il a cité le PNUD qui n'aurait pas été payé dans les délais, qui n'aurait été payé qu'il n'y a qu'une semaine, a-t-il dit. Le PNUD nous a offert son assistance. Au titre de son assistance, deux branches. Vous avez d'abord l'assistance en mettant à notre disposition des experts. Si les élections ont eu lieu, c'est grâce à ces experts qui nous ont apporté un soutien indéfectible. Le PNUD également nous a offert de faire l'acquisition de biens, des matériels électoraux à l'étranger et de nous les livrer à Cotonou le plus rapidement possible. Vous vous souvenez, il y avait eu un débat sur le tampon, le cachet d'authentification. Ce cachet, il ne pouvait pas être produit. Nous nous sommes rendus compte qu'il ne pouvait pas être produit ici. Nous l'avons confié au PNUD. Mais je vous parlais tout à l'heure du Code des marchés publics. Le PNUD n'est pas une entreprise. Le PNUD n'est pas une entreprise. Nous avons passé avec elle une convention en termes de laquelle elle fait les avances pour nous et ensuite nous lui remboursons. L'élection est terminée, qu'elle nous a envoyé, pas sa facture, mais qu'elle nous a demandé le remboursement des sommes qu'elle a engagées pour nous, le président Tiando a dit, et la plénière a dit, il faut payer. Je dis, d'accord, il faut payer, mais on ne paie pas parce qu'on a reçu une demande de remboursement. On paie sur la base d'un dossier, comme tous les autres prestataires, ils sont payés sur la base des dossiers. Il faut les factures, il faut les procès-verbaux de réception. Le matériel livré doit être réceptionné par les personnes chargées de réceptionner. Le chef de service du matériel, le délégué du contrôleur financier, ainsi de suite. Dans le cas du PNUD, le matériel a été reçu sans que le délégué du contrôleur financier n'ait visé et réceptionné. Ça posait une difficulté de règlement. Mais c'est une difficulté qu'on régularise après coup. C'est la raison pour laquelle ça a pris un peu plus de temps. Mais ce n'est pas en soi une faute. Et non seulement ce n'est pas une faute. Mais le matériel était venu effectivement à destination. Oui, bien sûr. Le matériel arrivé. Mais le fait que ça ait mis du temps à être réglé ne signifie pas qu'un refus, ne signifie pas une défiance, un refus de l'exécuter. Ça a été fait. Est-ce qu'au-delà de ces raisons, comme dans l'opinion, cela circule, vous pensez que des raisons politiques pourraient être derrière tout cela? Je ne fais pas de politique et donc je ne suis pas à même de juger. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait des considérations politiques qui soient à l'origine de ce que j'appellerais un putsch. Ce n'est pas exclu. Vous ne faites pas de politique, mais c'est sûrement le résultat de la politique qui vous a envoyé à la Sénat. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que c'est la procédure, la manière dont, disons, en politique, la pure politique, l'Union fait la Nation s'est fait doubler, ou le PRD a doublé rapidement l'Union fait la Nation pour entrer dans le bureau qui vous frappe aujourd'hui? Je ne comprends pas votre question. L'Union fait la Nation a dribblé le PRD ou le PRD a dribblé l'Union fait la Nation? Vous ne soupçonnez pas cela?
Je ne comprends pas. Les tractations pour occuper le poste de la minorité dans le bureau de la Sénat. Monsieur Rancet, moi je n'ai fait aucune tractation. J'ai été candidat à un poste et j'ai été élu. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que, eh bien, c'est l'actualité, par exemple, au Parlement qui, entre autres, a pu aboutir à cela? Vous y avez songé aussi? Peut-être. Comment expliquer-nous? Non, je ne veux pas expliquer. Mais c'est vous qui êtes à la Sénat, c'est vous qui avez vécu mais les choses, c'est de vous qui je ne fais pas de la politique à la Sénat. Je fais de la technique à la Sénat. J'ai été surpris, je vais vous dire, la destitution est intervenue vraiment, c'est une surprise, puisque c'était une session ordinaire, hors du jour ordinaire, point de l'exécution. Il avait les prémices, non? Il avait des prémices? Moi, je n'avais senti aucune prémisse. Le président de la Sénat dit que cela aurait dû intervenir pendant les élections, mais c'était pour ne pas bloquer les choses, pour ne pas compliquer davantage la situation. Je n'ai vu aucune prémisse. Aucune prémisse. Nous avons eu des moments difficiles, nous avons traversé des moments difficiles. Il y a des moments où on me demande de faire des choses que je ne peux pas faire parce que c'est interdit par la loi, comme la violation de l'article 48 que je vous ai dit tout à l'heure, comme par exemple le fait pour un commissaire ou quelqu'un des services d'aller contracter directement à l'extérieur. Non, les contrats passent nécessairement par le coordonnateur. Souvenez-vous de l'incident au début de l'année qu'il y a eu avec Madame Geneviève Bocor au Champ d'Oiseaux. Il y avait une rencontre entre, je crois... Bien sûr. Oui. Souvenez-vous de cet incident. C'est dû justement au fait accompli, à la politique du fait accompli. Elle a découvert sur les lieux un document qui a été commandé, imprimé, exécuté par un membre de la Commission électorale nationale autonome sans que ça passe par le bureau de la Commission électorale nationale autonome, sans que ça ait été décidé. C'est ce contre quoi je lutte. Mais aujourd'hui, si elle a compris cela, elle s'est pourtant rangée contre vous. Vous dites qu'elle s'est rangée contre moi. Ça. Puisque le vote, elle a participé au vote de destitution. Oui, tout le monde a participé au vote de destitution. Bien entendu, contre vous. C'est vous possible. Comprenez bien. Oui, bien sûr. Mais si ces raisons que vous avancez sont les vraies raisons, si c'est les raisons qui ont pu... Écoutez, si vous voulez qu'on y mette du ressentiment, on aurait des choses à dire. C'est pas une question de... Je ne vais pas m'exprimer sur l'opinion que j'ai de Madame Geneviève Najor, où je ne vais pas vous dire, je ne peux pas deviner, imaginer ce qui la motive. Et quels sont les lendemains, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lendemain désormais à la Sénat après ceci? Ça va être difficile de travailler dans ces conditions. Il semble que c'était déjà difficile, non? On vous reproche de ne pas participer au plénière, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est comme si vous étiez... On vous reproche de ne pas participer au plénière. Je parle de ce que le président de la Sénat a dit. Il ne m'a pas reproché de ne pas participer au plénière. Je ne crois pas. Vos absences à des réunions, des séances? Non, il n'a pas reproché de ne pas avoir participé à une séance. Non. Ce que Tiando a dit est ceci. Dépassement égale faute. Donc, on le demande sa destitution. Ensuite, il dit en outre, c'est-à-dire surabondamment. C'est-à-dire ce n'est pas la raison de la destitution. En outre, M. Rumbezi fait une gestion solitaire et opaque. Nous en parlé de la gestion solitaire et opaque. Vous avez vu tous les contrats de marché signé par le président Tiando, ou en tout cas approuvé par le président Tiando, puisqu'il a signé les PV de négociation sur les prix. Il parle de opacité. Est-ce que des décisions prises par la commission de passation des marchés, où tout le monde est représenté, c'est l'opacité, ça? Ensuite, à part l'opacité, il dit défiance, refus d'exécuter les décisions de la plénière ou les décisions. Il est incapable de dire laquelle décision j'ai refusé d'exécuter. Il a cité 2 exemples. Il a dit, il y a eu un séminaire à Grand Popo, il n'a pas pris les mesures pour que le séminaire ait lieu. Je ne suis pas le laquais de M. Tiando. Je ne suis pas son boy. La plénière a décidé
que nous allions à Grand Popo. Très bien, nous allons à Grand Popo. Les services ont été informés et ont tout fait pour que les gens aient à Grand Popo. D'ailleurs, les gens étaient à Grand Popo et tout s'est bien passé. Ce qu'il faut savoir, s'agissant de ce refus-là, qu'on impute, d'exécuter les décisions. J'étais souffrant. Quand cette décision a été prise, le service des affaires financières a été saisi et a mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place, a mis en œuvre la décision de la plénière et les gens étaient à Grand Popo et le travail a été fait au recours de Grand Popo. On a eu un rapport fantastique. Au retour si je puis dire, mon congé maladie, je prends connaissance d'une lettre du président Tiando qui me dit qu'il lui a été donné de constater que je refuse de mettre en œuvre la décision d'aller à Grand Popo. Je dis, mais je m'étonne que tu dises que je refuse. La preuve, c'est que vous êtes allé à Grand Popo. Et quand le coordinateur du budget est indisponible, vous pensez que la Sénat s'arrête de travailler? La Sénat ne s'arrête pas de travailler. D'abord, en cas d'empêchement, en cas d'indisponibilité d'un membre du bureau, du coordinateur du budget, il est automatiquement remplacé par la vice-présidente. La vice-présidente était là. S'il y avait des mesures à prendre, elle pouvait les prendre. Rien n'empêchait de les prendre. C'est le seul cas. C'est la seule fois où le président Tiando m'a écrit. La seule fois. C'était presque une demande d'explication. Oui, c'était une demande d'explication. Et je n'ai pas pu accepter cela. Et je ne suis pas son subordonné. Il n'a pas de demande d'explication à me faire, demande écrite d'explication à me faire. Je lui ai répondu que, 1, je n'ai jamais refusé de mettre en œuvre le projet d'Agoué. 2, j'étais absent. Quand je suis absent, la vice-présidente prend les responsabilités à ma place. C'est ce que prévoit notre règlement intérieur. Et que 3, il ne pouvait donc pas m'imputer un refus. Donc le climat, l'atmosphère était détériorée depuis si longtemps? Non. L'atmosphère est tendue. En période électorale, c'est comme ça. L'atmosphère est tendue. Elle est tendue du début. La tension descend lorsqu'on a fini les... Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour une Sénat appelée à durer 7 ans? Oui, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et puis, effectivement, c'est une Sénat qui vient d'être mise en place, qui a 1 an, et déjà les crises surviennent. Imaginez-vous que l'on puisse comme ça, au gré des changements de majorité, des intérêts personnels, changer. Alors, 6 mois, on va destituer Tiando, on va le remplacer par Bossou, et puis dans 1 an, écoutez. Et qu'est-ce que vous faites désormais? Vous avez affecté le département de la communication. Est-ce que vous prenez vos marques là ou pas? Je ne peux accepter cela. Je n'ai pas été... J'ai été élu, et je vous l'ai dit, j'ai été élu coordinateur du budget. Je n'entends pas exercer d'autres fonctions que cela. Et cela pose quel problème? Est-ce que cela n'implique pas que votre signature, tout de même, est-ce que vous ne conduisez pas la Sénat vers une crise là? Non, je ne suis pas favorable au maintien d'une institution dans un état de crise. Nous avons des instances de régulation. Elles vont être saisies, elles vont trancher. Mais la présidentielle approche à grands pas. Je ne pense pas que les institutions mettront 2 mois à trancher cette question. Il me semble que l'urgence commande qu'une solution soit donnée assez rapidement à ce problème. Est-ce que vous avez songé, quand je dis vous, à la Sénat, vous avez songé au retour de l'opinion dans l'opinion? Mais je pense que l'opinion publique est inquiète. Parce qu'elle croyait pour une fois avoir une Sénat qui serait stable, une Sénat équilibrée, et qu'elle est déconcertée par les putsch survenus le mardi 18 dernier. Mais vous ne prenez aucune part de responsabilité dans tout cela? Je suis en train de vous expliquer que j'ai fait l'objet d'un putsch. Non, mais dans tout ce que vous avez pu expliquer, vous n'avez rien retenu qui aurait pu être de votre responsabilité, peut-être consciemment ou inconsciemment. Non, alors c'est de notre responsabilité à tous. Il n'y a pas la responsabilité collective. Le dépassement, ce n'est pas. Quand je dis c'est la plénière, ça ne veut pas dire c'est pas moi. C'est nous tous. C'est collégial. Quand je dis c'est la plénière, je ne dis pas, je ne m'exclus pas de la plénière.
Les décisions sont collégiales. Mais la plénière n'est pas coordonnateur du budget. Alors j'ai entendu Tiando dire, le président Tiando dire, il est responsable de un tiers des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements qu'il y a eu et les difficultés rencontrées proviennent de tout le monde. Par exemple, on va vous dire commande tardive des bulletins. Commande tardive des bulletins, c'est le coordonnateur qui commande, donc il a commandé tardivement et donc les bulletins sont arrivés tardivement. Mais le coordonnateur ne peut pas commander des bulletins si ces bulletins ne sont pas validés. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la liste, le format du bulletin à commander. Si vous ne savez pas quels sont les candidats, vous ne pouvez pas faire le bulletin unique. Or, vous savez quand est-ce qu'on a su les candidats? Quand est-ce que vous avez su? Quelques jours avant les élections. Quelques jours avant les élections. Je vous rappelle que c'était des élections, les dernières élections, c'était des élections locales et communales. On vous dit, pour faire des élections réussies, il faut par exemple qu'il y ait des urnes. D'accord, il faut qu'il y ait des urnes. Donc on va acheter des urnes. Mais pour acheter des urnes, il faut que vous sachiez combien il y a de bureaux de vote, non? Est-ce que vous savez, monsieur Awansé, quand est-ce que nous avons su combien il y a de bureaux de vote? Quand vous dites, nous voulons acheter, alors, la faute est imputable à qui? Quand on ne sait pas combien de bureaux de vote. C'est pas nous qui avons le bureau de vote, c'est le COSLEPI. Vous savez quand est-ce qu'on a eu la liste électorale pour les élections communales? Quasiment la veille des élections. Donc c'est une responsabilité collective. Le coordonnateur du budget n'est qu'une étape du processus. Il peut pas à lui seul prendre toutes les responsabilités. Vous dites donc que le coordinateur n'a rien. Non, en fait, c'est une responsabilité collective. Vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Multipliez les exemples, c'est ça vous dites. Alors, on va vous dire... la responsabilité, quand je dis collective, je l'impute aussi aux partis politiques. C'est-à-dire? Regardez les élections communales. Les listes changeaient. Vous avez bulletins, il faut comprendre, c'est que vous aviez 77 bulletins pour les communales et 546 bulletins uniques différents pour les locales. C'est difficile. Or, avant de lancer l'impression, monsieur Awansé, il faut que le bulletin unique, vous le présentiez au candidat et que le candidat dise bien oui, ah oui, mon bulletin, mon logo est bien sur ce bulletin et je suis bien. Je suis à ma place. À ma place. C'est pas facile. Il y a eu des erreurs de la part des partis politiques. Parce que ça veut dire que chaque liste reçoit un carnet de 546 bulletins différents. Il doit voir si dans cet arrondissement, est-ce que je suis candidat, est-ce que mon logo y est sur 546 bulletins différents, plus sur 77 bulletins différents. Donc, c'est la faute aussi des partis qui ont fait ça un peu tardivement. C'est une faute collective. Et imaginez-vous aussi que quand je dis c'est la responsabilité de tout le monde, c'est trop facile de prendre un individu et de lui déposer ça sur la tête. Voilà. Oui, mais parlant justement des partis politiques, Atto a raison, il est aussi entendu dans l'opinion que vous payez le prix de la flamboyance de la prouesse de votre parti politique à ces différentes élections. Oh, c'est probable. Ouais. Ça veut dire que vous n'avez pas été tout à fait transparent, que vous avez œuvré pour votre parti politique? Ah non, personne n'a soutenu ça. Surtout pas. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Vous avez entendu Tiando dire ça? Vous avez entendu Boko dire ça? On dit que c'est parce qu'on soupçonnerait que... Eh bien... Non, au contraire. Ma présence à la Commission électorale nationale autonome, c'est la garantie de l'impartialité. C'est la garantie de... Je suis là pour veiller à ce que... Nous sommes tous là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude. Et c'est d'ailleurs pour ça que le législateur a dit minorité, majorité et magistrat. Personne n'a émis l'idée, n'a jamais émis l'idée que j'aurais contribué à la fraude. Alors si ça a été dit, c'est nouveau, je ne l'ai pas encore entendu.
Frédéric Mbedji, même si demain la Cour constitutionnelle vous donnait raison, est-ce que l'ambiance à la Sénat n'est pas entamée? Est-ce que ce n'est pas difficile? Comment vous envisagez cela? Mais oui, c'est un peu, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Parce que, après avoir effectué un putsch, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est quelque chose de brutal, hein. C'est violent, hein. C'est-à-dire que je suis arrivé, je suis venu participer à une réunion, puis on me destitue. Ça va être difficile. D'abord parce que une partie de l'opinion publique, parce que j'ai été désigné, j'ai été désigné en tant que représentant de la minorité. Donc une partie de l'opinion publique n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Je verrai bien. Je pense que si l'ensemble des intervenants veut trouver une solution qui pacifie le pays, on finira par trouver une solution. Est-ce qu'on ne soupçonnerait pas que demain vous ayez carrément les quatre autres commissaires contre vous, contre Frédéric Mbedji? Ah ben écoutez, je n'ai pas. Si j'ai des gens contre moi, je me battrai contre eux. Est-ce que vous envisagez par exemple de démissionner quand l'ambiance va devenir insoutenable par exemple? Écoutez, c'est une mission qui m'a été confiée. Je crois que personne ne souhaiterait que je démissionne. Cela donc est inenvisageable. Toutes les hypothèses sont envisageables. Vous souhaitez que je démissionne? Je pose des questions. Pour l'instant, je n'envisage pas de démissionner. Puisque je n'accepte même pas ma destitution. Et dans quel délai vous pensez qu'on devrait pouvoir connaître, la Cour constitutionnelle notamment, devrait connaître de cette situation pour que les choses reviennent à la normale? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas préjuger du délai. D'abord, il faut qu'elle soit saisie. Est-ce que vous ne pensez pas que les choses vont pourrir davantage si ça mettait du temps? Mais écoutez, nous sommes dans une phase finale de l'élection communale. Il n'y a pas d'élection dans 2 semaines. Raison pour laquelle il n'était plus nécessaire de procéder à des destitutions comme à la destitution qui a eu lieu. Nous sommes dans une phase de fonctionnement normal. Normal alors qu'il y a les élections à reprendre par endroit et ça c'est là. Vous n'y pensiez pas juste là? Alors les élections à reprendre par endroit dépendent surtout, nous attendons les décisions de la Cour suprême qui fixeront les dates. Et il n'y a pas de préparation au niveau de la Sénat avant cela? Ah ben si, il faudra que... Qu'est-ce que vous faites en ce moment par rapport à cela? Non, mais rien, pas grand-chose, puisque il faut d'abord attendre. Déjà, nous recensons les endroits où le vote n'a pas eu lieu parce que nous avons décidé que le vote n'aurait pas lieu. Puisqu'il manquerait des logos sur le... Donc nous connaissons ces arrondissements-là. Maintenant, nous attendons les décisions de la Cour sur les endroits, la Cour suprême, sur les endroits où il faudra reprendre les élections. Mais est-ce que c'est utile d'attendre, puisqu'on sait de toute la façon que les élections n'ont pas eu lieu à ces endroits-là? Mais quelle disposition vous les comprenez? Si nous réorganisons les élections tout de suite, on va encore être dans du dépassement. C'est-à-dire que nous allons organiser une élection maintenant pour là où les élections n'ont pas eu lieu, et puis ensuite une autre élection pour les arrondissements où la Cour a annulé, ensuite une autre élection. Non, on va regrouper toutes les élections. En tout cas, c'est ce que la plénière semble avoir décidé de faire. C'est-à-dire, on reprend une fois l'ensemble des... Et est-ce que pendant ce temps, vous ne craignez pas, il n'y a pas la menace à l'horizon, la menace de la pression de l'élection de 2016, la présidentielle? La pression va augmenter. Plus nous avancerons vers la présidentielle, la pression va augmenter. Et va mettre peut-être en péril l'organisation de ces élections, non, de ces partielles? Oui, si les membres de la Sénat ne prennent pas le dessus, c'est-à-dire ne s'élèvent pas au-dessus, n'ont pas le sens de l'impartialité, il va y avoir des tensions, oui, bien sûr. C'est qu'il n'y avait pas juste là le sens de l'impartialité? Mais pour l'instant, l'impartialité, je pense que ça a été respecté. En tout cas, vis-à-vis politique, ça a été respecté. Je vous dis, l'avantage de cette Sénat, c'est l'équilibre. Majorité, minorité, magistrat. Vous pensez que ça a aidé
les choses mieux que les Sénats antérieurs. Oui. Là, je pense que ça a aidé. La loi a fixé un équilibre qu'il n'y avait jamais eu avant. Donc je pense effectivement que ça a contribué. Je pense que le succès de ces deux élections, parce qu'on ne faut pas parler simplement des défaillances et des déclics qu'il y a eu. Souvenez-vous que nous étions à la limite de l'impasse et que ces deux élections ont eu lieu, que la tension a baissé. A priori, la Sénat devrait recevoir plutôt des satisfecits et puis brutalement. Oui, mais on peut soupçonner aussi que si vous en êtes arrivé à cette ambiance-là aujourd'hui, c'est peut-être lié aussi au nombre que vous faites, 5. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Effectivement, quand vous êtes 5, ça vous obtenez rapidement 3 contre 2. Exactement. Et c'est pour ça que je pense et que je vous dis que la loi ne permet pas de destituer. Si vous ne voulez pas respecter la loi. Eh bien, nous allons à présent laisser les auditeurs intervenir en direct. Les deux numéros pour nous contacter, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Ce sont les deux numéros pour nous joindre. Et nous avons déjà le tout premier auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Ewaignan. Oui, allez-y. J'ai 4 questions pour votre invité. La première question. Comment se fait-il que M. Fassinou accepte de prendre votre place quand on sait qu'il a été désigné par l'UN et qu'il est à la base des erreurs graves de calcul dans la 21e circonscription électorale en défaveur du candidat PRD? Deuxième question. Juridiquement, le règlement intérieur, encore moins l'arsenal juridique, ne prévoit cette possibilité de destitution. Alors, quels sont les vrais dessous de votre destitution? Monsieur Tiando, ignore-t-il la loi à ce point qu'elle l'a piqué? Troisième question. Quelle est la deuxième personne qui a voté contre votre destitution et qui sont les 3 autres à avoir dit oui pour votre destitution? S'il vous plaît, de grâce, ne me dites pas que vous voulez garder le silence sur ce dossier. Quatrième question. Pourquoi le silence du PRD? Enfin, dernière question. Mais c'est quoi cette histoire de billets d'avion de 4 millions et que l'on vous dit 9 millions? C'est vrai ça? Vous ne pouvez pas nous dire plus? Ça veut recommencer avec le dossier PPAE là? Merci beaucoup, Eugène Ewaignan. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. C'est souvent son passé Périda. Allez-y, monsieur Asogwa. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le coordinateur. Monsieur le coordinateur, vous me dites, Oui, à Ouida, votre nom est sur toutes les lèvres ou presque. Parce qu'on vous aurait soupçonné d'avoir des acquaintances avec un candidat que vous avez favorisé en lui fournissant des feuilles de dépouillement qui lui ont permis de manipuler les résultats des communales à Ouida contre une forte somme d'argent. L'autre chose, il y a aussi certains candidats qui ont vu leur nom remplacé ou leur positionnement changé sur la liste. Qui a fait ce jeu à la Sénat. Pourquoi tout ce désordre? C'est qu'elle sort pour les élections présidentielles de 2016. Ou bien carrément, le partage du dividende issu des 10% reçus sur les différents commandes qui divisent les membres de la Sénat. Et peut-être pour Wassoba, agréable journée dominicale à tout le monde. Agréable journée à vous aussi. Nous allons prendre le troisième auditeur en ligne à présent. Bonjour, votre nom? Et on m'appelle quelqu'un Robert depuis Ifeanyi. Allez-y, monsieur. Salut, maître Fils Okoubegui. Bon, j'ai 3 questions. La première question, maître nous disait tout à l'heure qu'au lieu de 6 fournisseurs pour les bulletins, ils ont pris 12. Il a choisi délibérément 12. Est-ce que les 6 qui se sont ajoutés aux 6, ils ont fait le même travail et au prix commun, au prix des 6? Si le prix est différent, ça veut dire qu'il y a problème. Deuxième question. Et il paraît que dans les têtes, si le coordonnateur n'est pas là, c'est le vice-président qui prend le débat des trucs. Comment se fait-il que c'est lui seul qui est intéressé dans cette histoire de dépassement? Troisième question. Aujourd'hui, nous avons comme dénominateur dépassement. Est-ce que demain, ce dénominateur ne changera pas en détournement
Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Quatrième intervenant, bonjour, votre nom? Allô? Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct, votre nom s'il vous plaît. Bonjour, c'est Pamphile Arissou, je m'appelle. Allez-y, monsieur Arissou. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur Arissou. D'accord. Mais je dois d'abord reconnaître que ce qui arrive au Bénin est très catastrophique parce que cette catastrophe budgétaire nous inquiète. Et je pense quand même que la Sénat doit tout faire pour quand même clarifier ces dépassements de 3 milliards. J'ai une question pour votre invité. Je pense qu'il faudrait quand même que les membres de la Sénat parlent quand même avec probité. Il n'a qu'à nous dire ce dépassement de 3 milliards, comment c'est arrivé de façon très concrète. Parce que même si quand on parle des fournisseurs de 6, ils sont passés à 12, est-ce que ce n'est pas des questions de ristourne, comme le dit souvent Honoré Benjamin Nao? Parce que le seul, il a pu gagner 6 imprimés après, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il veut tirer le gros lot des draps de son côté que cela est arrivé? Et je pense qu'il doit quand même être en mesure de nous clarifier la pomme de discorde qu'il y avait aujourd'hui au sein de la Sénat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Cinquième intervenant, président, bonjour. Bonjour, intervenant en ligne. Vous êtes... oui. Vous êtes dans l'émission, allez-y. Vous avez l'honneur à Oussou, Précis Prince Pecus au Badji à Boumé-Calavi. Allez-y, monsieur Oussou. Oui, je voudrais tout simplement... J'aurais souhaité un débat contradictoire. C'est ce que nous avons souhaité aussi, oui. Voilà, l'autre qui n'est pas là. Bon. Moi, je souhaiterais tout simplement que la Cour constitutionnelle dise le droit et que ce soit dans l'immédiat, parce que les élections présidentielles sont là. Et nous ne souhaiterons pas que ce problème l'a perdu jusqu'en 2007. Voilà mon point de vue sur la question. Juste une contribution. Sixième intervenant en ligne, bonjour, votre nom? Auditeur en ligne, vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon cher ami. Bonjour. Oui, c'est Megleto de Pognon, mon cher. Allez-y, monsieur Megleto. Oui, comment est-ce que vous allez? Ça va. Monsieur Ongbegi, bonjour. Bonjour. Monsieur Ongbegi? Bonjour. Oui, bonjour. J'ai 2 questions pour vous. Puisque vous êtes injustement, vous avez quitté votre poste, injustement, il faut le dire comme ça, est-ce qu'il y a une voie de recours? C'est la première question. La seconde question, je voudrais savoir, maintenant que vous n'êtes plus à ce poste, et si vous n'arrivez pas à reprendre ce poste, est-ce que vous pouvez toujours avoir votre œil? Puisque nous avons les élections présidentielles devant nous, est-ce que vous pouvez toujours contrôler ce qui serait passé à ce niveau, à la Sénat? C'est la deuxième question et je vous remercie. Merci à vous, monsieur Megleto. Le 7e auditeur en ligne à présent, auditeur en ligne, bonjour. Le 2 numéros pour nous joindre, le 64 44 02 44, le 66 72 72. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Oui. Donc, j'ai 2 questions. On m'appelle Kelani Média. Monsieur Kelani, veuillez diminuer le volume de votre poste récepteur. D'accord. J'ai 2 questions à poser à monsieur le maître président. La première question, on passe le dépassement budgétaire qui est à la base de la destitution. Donc, j'aimerais savoir si ce dépassement a servi quelque chose à l'État. Donc, deuxième question. Donc, si ça ne justifie pas vraiment que monsieur et maître soient destitués, donc quel serait alors les arguments ou bien comment peut-on conclure, comment peut-on encore garder monsieur le président de la Sénat sur son trône? Ça ne va pas causer autre dégâts pour l'État. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Kelani. Nous avons déjà le 8e intervenant en ligne. Bonjour, votre nom? Le 66, 75, 72, 72, comme l'a fait cet auditeur, le 8e. Bonjour, votre nom? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis Christophe Akodioni depuis Calavi. Allez-y, monsieur Akodioni. Oui, j'aimerais dire à M. Freddy, bon, il y a les jeunes parmi eux. Il y a d'abord un peu de temps, parce que
le drapage. Il devait garder un peu. Monsieur Akonyenou, veuillez bien chercher meilleure position parce qu'on ne vous reçoit pas normalement. Vous n'êtes pas très audible à l'antenne. Ah d'accord, merci beaucoup. Allô? Il est parti, me semble-t-il. Nous avons un autre auditeur à la suite. Auditeur, bonjour, votre nom? Bonjour, Vigile Avancé. Bonjour. Benjamin Bossede d'Arolo Yemen. Allez-y, monsieur Bossede. Bonjour, monsieur Freddy Ngweji. Bonjour, monsieur. Il y a certaines, j'ai 3 questions pour vous ce matin. Il y a certaines langues qui disent souvent qu'en politique, lorsque vous recevez un coup, vous devez nécessairement chercher une solution politique. En politique, tous les coups sont permis. Vous êtes de leur avis. Deuxième question. Je voudrais vous demander si votre présence à la Sénat a été un atout pour le parti du PRD. La troisième question pour finir ce matin. Je vais directement à mon village à Goro, dans l'arrondissement d'Arolo-Yémen. Vous avez les 2 conseillers. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les 2 conseillers qui ont pu tirer leur épingle du jeu au niveau de la FCBE sont tous des suppléants sur la liste. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Je voulais avoir votre avis sur ces questions. Merci à vous, Benjamin Bossede. Nous allons prendre un 10e et dernier auditeur. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Christophe Victor Fodi. J'appelle depuis Sekangui. Allez-y, M. Victor Fodi. Oui, je dis bonjour à M. Ongweji. Bonjour. D'abord, je le félicite pour sa manière de réagir sur le plateau. Alors, j'ai seulement une seule question. Alors, ma seule question, c'est que, à suivre le président Tiando et le développement de M. Freddy aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des cas d'insubordination, d'insubordination à son niveau. Parce que tout à l'heure, il disait que le président de la CELA lui a adressé une demande d'explication qu'il n'est pas son chef. Je voudrais lui demander si une institution où il y a le président, est-ce qu'il n'y a pas, selon lui, un chef et une hiérarchie? Merci beaucoup. Merci à vous, Victor Fodi. Nous allons revenir dans ce studio, M. Freddy Ngweji, et vous laisser répondre, je ne sais pas dans quel ordre vous aurez souhaité, mais sinon on peut vous laisser répondre à partir de cette dernière interrogation, par exemple, le dernier auditeur. Oui. Alors, le dernier auditeur demande si... Le président n'était pas en droit de vous adresser une demande d'explication, puisqu'il est le président de l'institution. Nous n'avons pas de rapport de subordination. Il est le président de l'institution. Mais si je suis soumis à l'autorité du président, cela ne veut pas dire que je suis son laquais. Je ne suis pas là pour porter ses valises. Je ne suis pas là pour... La demande d'explication, ce n'était pas à ce sujet. Oui, mais la demande d'explication ne se justifiait pas. La demande d'explication, je vous dis, il m'a écrit qu'une lettre. Et cette demande d'explication ne se justifiait pas. Il me dit que j'ai refusé de mettre en œuvre une décision de la plénière alors que je ne suis pas là. Comment est-ce que je puisse refuser de mettre en œuvre une décision alors que je ne suis pas là et que de toutes les façons la décision a été mise en œuvre? J'ai répondu à cette question en disant je ne peux pas. Il ne s'agit pas d'une insubordination. Si je suis soumis à la volonté du président Tiando ou à la volonté du bureau et que je n'ai pas de possibilité d'indépendance, ça voudra dire que je laisserai faire donc la fraude, ça voudra dire que je laisserai faire, s'il devait y en avoir, je laisserai faire des violations, simplement parce qu'on m'a donné des ordres. Messieurs, je vous rappelle que beaucoup de subordonnés se retrouvent aujourd'hui dans les liens de la prévention, simplement parce qu'ils ont exécuté des ordres. Alors quand je dis je ne suis pas son laquais, ça veut dire que je ne ferai que ce qui est légal. Est-ce qu'il vous est arrivé de s'interposer à des situations de fraude? Non, de m'interposer. Non, on ne peut pas dire qu'on a découvert des situations de fraude. On a toujours été vigilant, on a soupçonné des fraudes. Mais on ne peut pas dire que si j'avais vu des fraudes, je les aurais dénoncées et j'aurais saisi le procureur de la République. Monsieur Souro Assogban de Ouida a dit qu'il a eu du favoritisme vis-à-vis de certains candidats, justement chez lui à Ouida, avec des feuilles de dépouillement que vous aurez fournies à ces personnes-là. Qui aurait fourni?
que vous, Freddy Non, Mbedji. mais Freddy Mbedji ne fournit de feuilles de dépouillement à personne. D'abord, je n'ai quasiment pas accès aux feuilles de dépouillement. Je vous explique. Les feuilles de dépouillement, elles sont imprimées, elles sont livrées à la commission, à la cellule chargée de faire la distribution du matériel électoral. On ne peut pas imputer à une personne la distribution à OUIDA ou la remise de procès-verbaux, de feuilles de dépouillement, jamais de la vie, monsieur. Il n'est pas possible de votre position de pouvoir faire ce que vous dites. Non. Enfin, s'il est possible de ma position de le faire, il est possible de ma position de tout le monde à la Sénat, y compris des 43 personnes qui y travaillent en tant qu'employés. Benjamin Bossédé posait un problème pas sous la même forme, un problème dans son village à Goro, si j'ai bien noté. 2 conseillers FCBE suppléants qui se retrouvent élus. Finalement, oui. Alors, quand je vous disais, ça fait partie des dysfonctionnements que nous sommes obligés d'assumer collectivement. Je ne vais pas dire c'est de la faute de telle personne. Ça a été inversé, c'est ce qu'il dit? Oui, écoutez. Nous avions des élections dans 546 arrondissements, des milliers de conseillers à faire élire, des dossiers de candidature déposés, échangés en permanence. Vous avez un logiciel, nous avons acquis des logiciels dans lesquels les données sont introduites. Il peut y avoir des erreurs humaines, comme il peut y avoir aussi des manipulations. Mais quand ces erreurs ou ces manipulations interviennent, il faut saisir la Sénat. Et la Sénat va voir dans quelle mesure elle peut corriger ou apporter une solution. La Sénat ou la Cour suprême? La Sénat et la Cour suprême. Parce que quand vous saisissez la Cour suprême va interroger la Sénat. Si nous nous sommes trompés, nous allons rectifier. Puisque nous avons les dossiers. Si dans le dossier de monsieur, de tel parti, on a dit FCBE, Ago, c'est où? Gros, c'est dans Samekoudji. Ok. Si dans le dossier, il apparaît que ces 2 personnes ne sont pas suppléants, on les rétablira. On le dira à la Cour, et la Cour les rétablira. À supposer que, bien entendu, le recours a été fait dans les délais. Il y a des auditeurs qui sont revenus sur le dépassement et qui veulent savoir à quoi cela a réellement servi. C'était la question de Glani Meda, par exemple. Oui, alors je reviens, je vais essayer de résumer. Le principal dépassement porte sur les commandes des bulletins uniques pour 3 élections. Législatives, communales et locales. Ce dépassement s'élève à 2,90,500,000. Ce qui veut dire que déjà, ça fait plus de la moitié du dépassement imputé. Les autres postes de dépassement, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du personnel, de certains matériels, parce qu'ils étaient dans le budget sous-évalués. 3e cause de dépassement, certaines quantités également dans le budget étaient sous-évaluées. Vous avez le prix sous-évalué, les quantités sous-évaluées. Enfin, il y a des postes, il y a des lignes qui n'existaient pas dans le budget, comme les superviseurs ou les assistants des coordinateurs existaient, mais ils sont passés à 5, ça a eu pour conséquence, et le montant des sommes qu'il aurait allouées est passé aussi de 305 millions au lieu de 112 millions. Si vous faites le calcul, on en arrive à 3,6 milliards, quasiment de dépassement. Alors, c'est des incidences. Quand on dit dépassement, quand j'ai 300 millions, par exemple, 650 millions de dépassement, incidence sur les législatives et le local, juste au titre des superviseurs et des ACA dont je vous ai parlé. C'est la faute de Mbedji. Le montant des sommes qui leur ont été allouées a été fixé par la Sénat, par la Commission électorale nationale autonome réunie en plénière, et nous avons un relevé des tâches qui dit, au lieu de donner tant. C'est pas moi qui l'ai décidé. Est-ce qu'il vous a manqué une dimension de comptable? Est-ce que cela vous a joué votre formation professionnelle de juriste au lieu de comptable? Non, alors pas du tout. Ce poste c'est un poste technique, certes, mais ce n'est pas bien difficile. Il s'agit de connaître les textes.
Il s'agit de connaître les textes qui sont des textes de droit, qui sont des lois en fait. Il s'agit de les connaître et de les appliquer rigoureusement. Autre question, celle de Benjamin Borsendé. Il voulait dire que cette dimension de politique, est-ce que cela ne vous a pas manqué, puisque il est communément dit qu'en politique, il faut savoir recevoir et donner de coups. Est-ce que ça ne vous a pas manqué, ça? Cette question m'embarrasse. Il n'est pas nécessaire en politique de donner des coups et d'en recevoir. Mais vous vouliez dire que j'aurais pu parer au putsch si j'avais été préparé? Vous avez dit justement que vous n'êtes pas politique. Est-ce que ça vous a pas manqué? Est-ce que ce qui vous arrive, comme vous soupçonnez d'ailleurs, ce n'est pas purement politique? C'est possible. Alors il faudra que j'apprenne à donner des coups. Autre question, celle de Eugène Ewaignon, qui demande est-ce que vous savez, au sujet de votre destitution, les personnes qui y ont contribué, dit la deuxième personne à avoir voté votre destitution, si je comprends bien la question. Oui, il n'est pas possible de répondre à cette question. Pourquoi? Le scrutin a lieu. Nous avons prêté serment et juré de garder le secret des délibérations que nous avons pris part. Question de Robert Keke, les 12 imprimeurs ont-ils été payés, ont-ils reçu le même prix? C'est sa question. Oui, bien sûr. Le dépassement ne résulte pas du fait qu'il y ait eu 12 imprimeurs. Les 12 imprimeurs, le même prix, ont pratiqué le même prix. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du procès verbal de négociation des prix. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas eu 12 imprimeurs. C'est une erreur de dire 12 imprimeurs. Ah bon, il y a eu combien Il y a eu 9 imprimeurs. Pour les bulletins uniques, il y a eu 9 imprimeurs retenus. Il y avait 6 lots pour les communales et 6 lots pour les locales. Pourquoi 6 lots? Ça répond à une logique. On n'a pas fait des lots comme ça. Ça répond à une logique. Nous avons 12 départements dans notre pays, mais en vérité, c'est 6 départements, puisqu'on n'en est pas encore arrivé totalement à la décentralisation. Donc nous avons 6 départements. Nous avons fait un lot par département. Mais quand vous interrogez, quand vous consultez une personne, vous devez consulter 3 personnes. Vous ne pouvez pas dire, je vais donner le marché à Ouansé. Si vous donnez ça à Ouansé, vous êtes obligé d'interroger à Ouansé, d'interroger Paul et d'interroger Pierre pour ce lot-là. Prendre leurs offres avant d'attribuer le marché. Au moins 10 ans, c'est-à-dire à celui qui a le prix le plus intéressant. Donc, je ne peux pas me contenter, quand j'ai 6 lots, d'interroger 6 personnes. Il faut interroger 18 fois 2. Vous ne pouvez pas préjuger de la personne qui sera attributaire. Ça n'a rien changé. Le fait qu'il y ait eu 9 imprimeurs au lieu de 6 n'a rien changé à la chose. Pamphile Arkissou demandait, est-ce que si vous avez fait, vous avez envoyé en compétition, vous avez attribué de marché à 16 autres imprimeurs, les 6 notamment, ce n'était pas pour avoir les ristournes derrière? C'est-à-dire? Est-ce que les 6 imprimeurs, les 6 autres qui se sont ajoutés aux 6 dégagés par le président de la Sénat et le vice-président, est-ce que ce n'était pas pour avoir des ristournes? Mais écoutez, je ne peux pas avoir de ristournes puisque je ne choisis pas. Les offres sont déposées. Pour recevoir des ristournes, il faut que quelqu'un te garantisse que tu vas gagner tel marché. Je ne peux pas garantir que la personne va gagner des marchés puisque c'est des plis. Les offres sont déposées sous plis fermés qu'une commission de dépouillement et qu'on ne peut jamais préjuger de la personne qui va gagner. Et de toute façon, je ne mange pas de ce pain. Mais il y a eu 6 imprimeurs qui ont gagné des lots. Il y en a eu 9. Grâce à qui? Oui, mais il y a eu 6 choisis par le président de la Sénat et la présidente. Je vous dis depuis longtemps. Et la vice-présidente, pardon. Et il y a eu 6 autres qui se sont ajoutés. Je vous explique depuis longtemps que le président n'a pas le droit de choisir. Le président n'a pas le droit de choisir. Il a choisi, mais je n'ai pas suivi ce qu'il a dit. Je ne peux pas. Si je le fais, je viole l'article 48 de la loi portant
pourtant ces imprimeurs ont eu tout de même de marché. Et s'ils ont participé, ils ont soumissionné, c'est normal qu'ils aient de marché. Qui gagnent. Surtout que ils faisaient partie de la liste des entreprises qui ont répondu à l'avis de manifestation d'intérêt. On ne se lève pas pour choisir. On a fait un avis de manifestation d'intérêt. C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont intéressées par les marchés que la Sénat peut faire au cours de l'année 2015 ont déposé ont manifesté un intérêt en déposant des dossiers qui sont composés de, bien sûr, parce on ne peut pas prendre tous ceux qui manifestent l'intérêt. Il faut sélectionner. La commission de passation des marchés a sélectionné ceux qui sont en règle vis-à-vis du fisc, ceux qui sont en règle vis-à-vis de la sécurité sociale, ceux qui sont pas faillis, ainsi de suite. Donc ils ont laissé un certain nombre de documents, ceux qui ont l'expérience. Alors, la commission de passation des marchés a sélectionné, parmi toutes les entreprises qui veulent faire du bulletin unique, la commission de passation des marchés en a retenu 24. Dans les 24, toi tu me dis c'est ces 6-là. Je ne peux pas te garantir ça. Vous n'avez pas gagné de ristourne, dites-vous, mais est-ce que vous avez empêché des gens de gagner de ristourne? Écoutez, je n'en sais rien. Monsieur Awansel. Est-ce que vous soupçonnez? Écoutez, moi je ne veux pas jeter l'opprobre sur les gens. Est-ce que ça vous traverse? Je ne veux pas jeter l'opprobre sur les gens. Ce n'est pas parce qu'on me salit que je vais... Le jour où je dirai, c'est à cause de ça, je vous sortirai les preuves. Quand je vous dis, le président Tiando m'a remis, c'est d'ailleurs lui qui a dit, moi je ne l'ai pas dit, le président Tiando m'a remis une liste de 6 personnes à qui il fallait attribuer le marché. Je l'ai dit. Mais je ne veux pas faire de supputation. Et puis, porter atteinte à la réputation et à l'honneur des gens sur les médias, sur la radio et tout ça. Non. Donc il y a des choses que vous refusez de lâcher. Ah non, je ne refuse rien de lâcher. Vous me demandez si je pense que c'est une histoire de commission. Non, je ne peux pas le dire. Et là, Meglito Pongyan, qui certainement n'a pas suivi, il demandait les voies de recours possibles qui vous ont désormais offertes. Oui, alors, je vous rappelais que nous sommes dans un état de droit, et donc, je crois que la Cour constitutionnelle devrait être compétente pour régler ce problème. Elle va être saisie, et puis nous attendrons sa décision. Eugène Wayon, se posait des questions sur le silence du PRD par rapport à cette situation juste là. Alors, n'étant pas membre du PRD, je ne pourrais pas n'étant pas représentant du PRD, je ne suis pas à ce titre ici, je ne pourrais pas vous dire ce qui expliquerait le silence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement de la part de nombreux Béninois sur la question, et PRD et membres d'autres partis. Voilà. Donc, vous laissez entendre qu'effectivement, cet avis du PRD sur la question aurait dû venir tout de même. Il viendra peut-être. Je crois que nous n'avons politiquement entendu l'avis de personne. Pour l'instant, c'est un débat. Interne à la Sénat. Je n'ai pas entendu non plus l'UN se prononcer sur la question. Je n'ai pas entendu le FCBE se prononcer sur la question. Je n'ai entendu aucun parti parler de la question. Justement, Freddy Ngoumbedji, est-ce que tout ceci vous arrive parce que vous êtes le fils du président André Ngoumbedji? Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie parce que je suis le fils du président Ngoumbedji. Mais que voulez-vous que je fasse? Je porte ma croix. Et est-ce que, sans être indiscret, on peut savoir, par exemple, ce que vous avez pu dire de tout ceci avec celui par qui cela vous arrive, justement? Oh non. Maître Ngoumbedji. Vous savez bien que Maître Ngoumbedji était sur un autre front, celui du Parlement, et donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec lui sur la question. Vous êtes sincère? Oui, bien sûr. Mais je prévois de le faire ce week-end. Et qu'est-ce que vous avez pu recevoir alors des autres qui vous ont appelé, notamment ceux du PRD, comme vous avez dit? Mais des messages de soutien, des messages d'encouragement, des messages de soutien à la résistance, de soutien dans la démarche de respect des lois et règlements, d'encouragement. Voilà.
Donc, disent que, eh bien, pour être le fils de Maître Adrien Mbedji, vous aurez pu recourir à lui régulièrement, par exemple, sur ces situations qui sont aujourd'hui déballées. Mais écoutez, je vous dis que j'ai fait l'objet d'un coup d'État. Et que donc, ce n'est pas quelque chose qui était prévisible. Ce n'est même pas quelque chose, apparemment, qui n'était pas prévisible, en tout cas, puisque c'est à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour, d'une session ordinaire. Il n'y a pas eu ordre du jour, défiance vis-à-vis du coordonnateur du budget. J'ai été destitué sans autre forme de procès en 5 minutes. Oui, mais il avait le feu sous la cendre, puisque le président de la Sénat dit qu'il est arrivé, qu'il soit dépassé et qu'il fasse appel, par exemple, à l'honorable Augustin Arouebla. Alors c'est faux, ça n'est jamais survenu. Je l'ai rencontré une fois avec l'honorable Arouebla autour d'un verre. Où il a dit, il n'est pas simple, hein, vraiment, il est exigeant, Mbedji. Bon, ça s'est arrêté là, c'était plus une blague qu'autre chose. Donc, ce n'était pas dans la forme qu'a laissé entendre Non, ça c'est une invention. C'est une invention de sa part. Maître Freddy Mbedji, nous arrivons au thème de cette émission. Votre mot pour la conclusion. Oui, mon mot pour la conclusion, c'est que les Béninois ont besoin de paix et de sérénité. Je pense que l'incident qui est survenu crée une crise que nous allons tenter de gérer pour en sortir, parce qu'il y va de l'intérêt du pays. Assez court, et nous allons retenir cela donc comme votre mot de fin, Maître Freddy Mbedji. Il faut que la paix revienne à la Sénat, cela va de l'intérêt du pays. Amis auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. La mise en onde a été assurée par Georges Pono, micro Virgile Avancé. On se retrouve dimanche prochain. Rendez-vous